Et la façon dont on va fonctionner, c'est assez simple. Je vais faire un premier tour de table. Je vais demander à chacun des participants de venir nous exposer leur perspective sur l'impact des changements climatiques et de la cartographie, excusez-moi, sur l'impact de la cartographie. Puis ensuite de ça, on aura des thèmes qu'on va aborder. Puis le premier thème qu'on va aborder, ça va être les impacts financiers de façon plus spécifique. Les stratégies d'adaptation, d'atténuation qu'on devrait mettre en place. Puis ensuite de ça, avoir une perspective à plus long terme. Maintenant qu'on connaît le problème, on s'en va où avec ça parce qu'on sait que ça va avoir beaucoup d'impact. Fait que je vais m'asseoir avec vous, messieurs. Puis je vais vous poser la première question et je vais demander à Alexandre peut-être de répondre à la question. C'est, considérant votre champ d'expertise, c'est quoi les impacts les plus importants, les plus probants de cette nouvelle cartographie? Ben, la nouvelle cartographie, d'avoir son impact, c'est de créer ou d'offrir de l'information, de créer une information qui a en elle-même un impact. En dehors de la réglementation, du moment qu'on a une cartographie, on le voit dans toutes sortes de domaines, que ce soit les glissements de terrain, ou ainsi de suite. Du moment que la cartographie existe, elle a un impact sur une série d'acteurs. Elle a un impact sur les individus qui sont concernés par cette cartographie-là. Puis forcément, de ce fait-là, elle a un impact politique parce que ces individus-là sont représentés à différentes échelles et sollicitent leurs représentants politiques là, s'ils jugent que l'impact est négatif sur leur propriété. L'autre impact que ça a, c'est évidemment une modification réglementaire, une modification des rapports aussi entre les individus puis cette réglementation-là. Pendant longtemps, la réglementation a été essentiellement cantonnée au niveau local. C'était les municipalités qui avaient à la produire, à la gérer. Depuis les inondations de 2019 puis le cycle de révision réglementaire qui s'est entamé à partir de ce moment-là, ben, il a été convenu que ce serait le gouvernement qui, dorénavant, adopterait cette réglementation-là. Ceci dit, ça reste les municipalités qui ont à l'appliquer concrètement. Donc, là, il y a une espèce de tension qui se crée entre l'acteur qui réglemente et celui qui doit appliquer la réglementation. Donc, ça crée potentiellement, disons, un problème d'adhésion de ceux qui ont à appliquer la réglementation et à subir les pressions des citoyens versus ceux qui produisent la réglementation, qui se trouvent et qui sont moins exposés, je dirais, là, aux récriminations de la population en général. Donc, je dirais que ça, c'est un impact concret de la réglementation. Puis, il y a un défi important dans l'atterrissage des nouveaux règlements, de la nouvelle cartographie qui s'en vient. Si on veut que ça fonctionne, ben, il va falloir équiper à ce moment-là ceux qui auront véritablement à faire face à la pression, c'est-à-dire les municipalités, pour qu'elles soient en mesure de répondre aux interrogations de leurs citoyens et adhérer aux normes qui sont incarnées à travers les cartes et la réglementation qui est afférente. Michel, selon toi, les impacts importants là, il y a déjà tout ce que Alexandre va dire, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on a vu ce matin là, que la cartographie des zones inondables qui est proposée inclut une nouvelle zone qui est 350 ans, 100 ans, 350 ans, qui n'était pas là avant. Et les anciennes zones 20 ans, 100 ans sont décalées plus loin dans le territoire. Les zones 0-20 ans sont décalées à même les zones 20 ans, 100 ans d'avant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivaient avec une réglementation, disons, on va dire la réglementation moins sévère, 20 ans, 100 ans, qui se retrouvent avec une réglementation plus sévère maintenant parce qu'ils sont dans une zone mettons, d'intensité de l'aléa élevée. Donc, l'impact, il se fait sentir beaucoup sur le cadre bâti existant. Si on prend la cartographie des zones inondables dans un milieu qui n'a pas été construit encore, ben, on peut juste saluer l'initiative parce qu'on veut prévenir la construction dans ces zones-là avec les mesures appropriées. Mais dans une région, dans un monde comme l'archipel de Montréal, qui est pratiquement la moitié du Québec, là, urbain, et puis dans les régions un peu autour, Ceinture-Nord, Ceinture-Sud, c'est beaucoup de monde là, qui va être impacté
par l'extension des zones inondables et la réglementation qui vient avec aussi, qui est dans un certain sens plus sévère que. Fait que là, je pense il faut absolument penser plus, là, comme on a parlé ce matin, là, à des mesures d'adaptation, des mesures de réduction du risque. Il faut offrir ces perspectives-là aux gens qui vont être impactés. Sinon, on va juste causer des dommages, on va dire, administratifs, là, des dommages réglementaires qui sont sur l'hypothèque, l'assurance, etc. C'est bon. Yvon, ta perspective là, sur la nouvelle cartographie? Oui, alors donc, je salue énormément là, cette nouvelle information là, pour le public. La transparence de l'information est essentielle au niveau économique. Là, quand je parle économique, je fais une distinction entre l'économie et la finance. Donc, et pour l'évaluation, pour la valeur, ça nécessite d'éliminer toute asymétrie d'information. Hein? C'est-à-dire, lorsqu'un acteur décide de faire l'acquisition d'une propriété, ben, encore faut-il qu'il puisse avoir accès à plein d'informations pour faire un arbitrage éclairé. Hein? Alors, donc, finalement, dans l'immobilier, ben, on a moins d'informations que si on achète, en fin de compte, une canne de petits pois à l'épicerie. Alors, on est obligé, bien souvent, de faire énormément de recherches et ces recherches-là sont bien souvent aussi coupées par la réglementation d'accès, mettons, par exemple, à certaines informations privilégiées, privées, en fait, notamment au niveau, si on va à une municipalité, il y a certaines informations qu'on doit avoir accès, sauf si on est mandaté par le propriétaire foncier, mettons, par exemple. Donc, ce qui fait en sorte qu'on nage énormément dans le brouillard. Bon, on a une cartographie. Je prends par exemple les cuvettes donc, pour Montréal. L'évaluateur a maintenant une information. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il ne peut pas rien faire. Il ne peut pas arriver et dire librement, dire, je vais diminuer de 3 ou 4 la valeur, ou de mettre 50 000 ou 10 000 ou 5 000, voire rien du tout. Il n'est pas apte à le faire parce qu'il ne peut pas agir sur la valeur. Hein, ce n'est pas à lui à agir sur la valeur. Alors, ce qu'il fait, il observe le marché. Il tente, en fin de compte, d'extraire l'information du marché pour, par la suite, déterminer une valeur. D'où l'information transmise à une institution financière. Et évidemment, évidemment, il y a toujours le facteur d'assurabilité. S'il n'y a pas d'assurance, ben, too bad, on n'a pas d'hypothèque. Si on n'a pas d'hypothèque, nous, on sait exactement combien de classes on vient de classer à ce moment-là à ceux et celles qui ont les moyens d'acheter comptant. Hein? Donc, finalement, c'est la problématique, elle est là. Et donc, en fait, il y a un manque, cette parcelle d'information-là amène à la fois un comportement de responsabilisation dans la communauté. En tout cas, on l'espère. Hein? Parce qu'en fait, il y a énormément de biais cognitifs chez les acteurs, hein, acheteurs et vendeurs. On pense que, évidemment, comme on a vu dans les années 2007, 2008, 2009, aux États-Unis, l'immobilier va toujours monter, il n'y aura pas de problème. On a eu des cotes de 40 bien souvent dans certains secteurs. C'est beaucoup d'argent. Alors, plus qu'on veut, plus que les gouvernements, en fait, on a, ici au Canada et aux États-Unis, on a voulu accélérer l'accès à la propriété, prétendant le fait que, ça va probablement être meilleur pour le PIB, etc. Mais il faut penser à la responsabilité que l'immobilier crée sur le portefeuille de l'individu parce qu'il n'est pas immuable à perpétuité. Il y a des enjeux, entre autres des enjeux climatiques, entre autres des enjeux d'inondation, entre autres des enjeux aussi de détérioration physique et d'une accélération de la détérioration physique. Ouais. Donc, plus qu'on a de l'information, mieux que c'est. Alors, c'est un peu mon constat. Là. Et Alexandre, j'aimerais ça te relancer sur. Tu nous as parlé un petit peu de
de tension qui peut exister entre celui qui fait la règle et celui qui doit l'appliquer en termes de cartographie. Il arrive quoi avec l'acceptabilité sociale? Ben, Puis comment on s'y prend pour rentrer ça dans la gorge des gens? Ben, c'est un enjeu complexe parce que d'abord, l'acceptabilité pour qui? Il faut définir aussi quelle est cette société-là dans laquelle on veut que l'acceptabilité advienne. Puis je dirais que ça recoupe aussi la question qui est essentielle à la cartographie, qui est celle de l'échelle. C'est-à-dire qu'on peut regarder la société au niveau national. À ce moment-là, l'intérêt des gens qui sont inondés est différent de celui où on observe cet intérêt-là au niveau municipal, oui, où il y aurait une forte proportion de la population qui serait affectée par les inondations. Il est certain que pour le gouvernement, par exemple, la charge imposée par les programmes de compensation liés aux inondations, parce que de fait, l'assurance contre les inondations est en fait un service public payé par l'État. Puis en vertu des changements climatiques, on voit que cette charge-là actuarielle est énorme et peut-être même insoutenable. Donc, on sent que la plupart des gouvernements cherchent à se sortir le plus possible de cette charge-là, parce qu'ils voient bien, puis sans doute que les fonctionnaires chez eux leur disent que dans 20 ans, ils seront plus capables de payer. Donc, l'acceptabilité sociale dans ce cadre-là, elle est faite du point de vue d'une perspective nationale où la minorité qui est affectée pèse relativement peu. En termes de vote. Là. En termes de vote Ouais. et de poids politique. Ouais. Mais ça peut être complètement différent dans une autre municipalité où là, la majorité des personnes vont être affectées. Donc, c'est là où disons, la différence d'échelle entre celui qui réglemente et celui qui a appliqué la réglementation accentue cette tension-là. Puisque si on a un acteur national qui est moins sensible, je dirais, aux préoccupations spécifiques des citoyens, parce qu'il a à prendre en compte l'ensemble de la population, qui réglemente, bien, il va réglementer dans l'intérêt de cette population-là. Et l'application de cette réglementation-là, forcément, va avoir beaucoup plus d'impact localement. Et va être moins facile à accepter localement. Ce qui est malheureux, je dirais, c'est qu'il y a peut-être dans son effort de réglementation à l'heure actuelle, le gouvernement semble ne pas s'investir suffisamment dans l'éducation, dans la consultation, dans la présentation de ses choix au public directement sur les territoires. Je pense que c'est jamais facile. Là. Tous ceux qui sont passés à travers ce genre d'exercice-là pourront vous dire que c'est très difficile d'arriver à une nouvelle réglementation, de faire face au public et de répondre aux questions. Mais si le gouvernement se refuse de faire ça, bien forcément, les gens vont se rabattre sur le milieu municipal et le risque, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la pression qui est faite sur les élus municipaux soit telle qu'ils se désengagent complètement et ils cherchent à délégitimer l'action de l'État, qui est par ailleurs nécessaire. Surtout aux événements de 2019, il faut rappeler qu'il y a eu 2017, 2019, ça a été deux traumatismes importants. Des coûts majeurs pour l'État. On parle de plus d'1 milliard de dollars là, de coûts directs à l'État. On fait abstraction de l'ensemble des coûts indirects et des charges qui ont été assumées financièrement ou autrement par la population elle-même. Et le gouvernement a fait le choix, qui était courageux à ce moment-là, de changer de régime, d'aller vers une réglementation différente, a consulté des experts, le milieu municipal et la conclusion unanime de ces consultations-là, puis je n'utilise pas ce mot-là en vain, c'était vraiment unanime, c'est qu'il fallait qu'on passe d'un régime de caractérisation de l'aléa vers un régime véritablement de gestion du risque. Malheureusement, ce qu'on a maintenant, c'est surtout, je n'étais pas là ce matin, donc je ne veux pas faire de redite, mais j'ai bien compris que vous aviez caractérisé ça comme des cartes d'aléa, c'est ce que c'est. Oui. Sauf que ce que la réglementation fait, c'est qu'elle vient indirectement qualifier la vulnérabilité aussi. Ce qu'elle dit, dans le fond, tout bâtiment qui se trouve dans telle zone d'aléa est exposé de la même façon. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Et c'est sur cet angle-là, cette subtilité-là, pas cette subtilité-là, mais autant la flexibilité locale. Comment est-ce qu'on vient reconnaître les efforts individuels ou localisés pour rendre résilients des milieux de vie? Comment est-ce qu'on va faire pour les reconnaître? Pour donner un chemin d'espoir, là où c'est possible, à ceux qui font face à l'aléa, aux municipalités qui font face à l'aléa,
Je pense que c'est l'élément qui manque encore aujourd'hui, mais qui est nécessaire si on veut que le régime perdure dans le temps. Et, Michel, dans la cartographie, il y a eu beaucoup de discussions là, sur, il faut qu'on rentre dans la méthodologie de comment on fait une carte. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais ça amène beaucoup de niveaux d'incertitude. Puis des fois, cette incertitude-là peut créer de. Ben, regarde, si vous n'êtes pas sûr de votre affaire, ben moi, vous reviendrez me voir quand vous allez être sûr de votre affaire. Tu sais, ça crée une espèce de. Ça vient discréditer un petit peu l'information qu'on veut communiquer. Comment, comment on adresse ce genre de. Les facteurs d'incertitude, en fait, surtout scientifiques, on apprend à composer avec des modèles qui sont pas parfaits, là. Et dans le cas de la cartographie des zones inondables, le principal facteur d'incertitude, c'est un facteur statistique. Et puis, ça, pour ceux qui en ont peut-être pas fait, là, les statistiques en hydrologie, jusqu'à il y a peut-être une dizaine d'années, ont toujours considéré que les paramètres statistiques des crues étaient stationnaires. C'est-à-dire que on prend 100 ans du dernier siècle et les 100 ans qui s'en viennent dans le 21e siècle, c'est la même chose. Et la probabilité reste la même. Mais avec les changements climatiques et tout ça, là, les paramètres statistiques dérivent, dérivent éventuellement vers peut-être soit une augmentation de la fréquence ou une augmentation d'intensité, ce qui revient au même. Et on peut prendre ça par l'angle de la fréquence. Alors, donc, l'incertitude est là, beaucoup liée au changement climatique. Et puis ça, ben, on se perd en conjecture un petit peu quand on parle à 10 scientifiques de comment on doit prendre les changements climatiques. Vous allez avoir 10 réponses. Comme les avocats. Il n'y a pas de consensus vraiment. On essaie de créer des consensus, puis on est condamné à la fin à poser des hypothèses. Mais je parle pour la MRC Vaudreuil-Soulanges, où je suis impliqué de ce temps-ci. On a fait des calculs de dommages avec des courbes de submersion de dommages, puis tu sais, le processus normal pour évaluer les dommages, là. Puis après, on vient pondérer ces dommages-là par la probabilité annuelle que ça se produise. Et donc, là, on prend les statistiques observées, mettons dans le dernier siècle, et on calcule le risque. Après, on soumet une idée, c'est une hypothèse qu'on a posée, ce n'est pas une affirmation, là. Mais on a dit, mettons que les crues se produiraient 10% plus souvent dans le futur. C'est-à-dire que, mettons, la crue de 2017-2019, là, au lieu de se produire aux 100 ans, elle se produira aux 50 ans. Bien, le risque doublerait. 10% d'augmentation de la fréquence, ça va doubler le risque. Et on a fait un petit exercice, on a dit, OK, on va prendre les statistiques du 20e siècle qui se déroulent jusqu'en 1980. On a refait des calculs comparés aux risques qui nous mènent jusqu'à 2019. 1980 à 2019, ben, entre le 20e siècle et les 40 dernières années, le risque a doublé aussi. Fait que là, si on augmente encore de 10%, ça va avoir quadruplé par rapport. Fait que là, je me dis, le cadre bâti existant, il s'est construit dans la première période de tout où le risque n'était peut-être pas là. Puis là, il est rendu là. Donc, est-ce qu'on va ostraciser tous ces gens-là avec une réglementation sévère? Des gens qui se sont installés de bonne foi, puis à l'époque où il n'y avait pas de réglementation, puis où les permis étaient donnés librement par les villes, bon, les gens étaient en confiance. Donc, toute la question de la confiance, évidemment, est mise à mal là, actuellement pour la valeur. Là. Quand on regarde, mettons, actuellement, là, j'ai un échantillon de 1000 résidences là, dans quatre municipalités de l'Outaouais inférieur, dans le coin de Carillon, un peu en aval. Là. Et on regarde là, la valeur à neuf des bâtiments versus la valeur au rôle. Aujourd'hui, là, c'est la moitié. Et que le reste, c'est une dépréciation. Est-ce qu'elle peut être due au complet au fait qu'ils sont en zone inondable ou pas? C'est peut-être aussi la vétusté du bâtiment, mais vous savez, quand on sait que notre bâtiment est à risque, là, on ne va pas investir dessus pour rien. C'est comme jeter de l'argent à l'eau. Là. Fait que, donc, c'est sûr que quand on parle là, de des zones inondables, on parle de réglementation,
l'impact, c'est un peu ça. Là. Tu sais, je vous donne un exemple. Mettons, dans les 1000 résidences qu'on a regardées, là, la valeur moyenne d'une maison, là, c'est à peu près 200 000. On est dans la couronne de Montréal. Là, tu sais. Puis ces maisons-là ont une vue sur la rivière. Là. Ils ont des bateaux en face, des quais. Là, mais ces maisons-là, ça devrait valoir 1 million. Mais la moyenne, c'est 200 000. Fait que quelque part, il est déjà là l'impact. Fait que si tu en rajoutes une couche, là, tu viens pratiquement séquestrer des gens dans leur maison, ils ne peuvent plus vendre, ils ne peuvent plus. C'est leur patrimoine, mais c'est vraiment une grande tristesse. C'est pour ça il faut vraiment réfléchir à comment on va aller dans l'adaptation résiliente, comment on va reconnaître les efforts de résilience qu'on a fait, qu'on a posés. Puis ça c'est une réflexion en profondeur. Oui, on va aborder ça justement dans Oui. le prochain Yvon, c'est une question un peu difficile, je sais que c'est presque impossible de répondre à cette question-là, mais il y a une nouvelle cartographie avec une réglementation plus sévère sur notre capacité de rénover, de modifier. C'est quoi l'impact que ça peut avoir sur le marché de l'immobilier de façon générale? Oui, en fait, pour l'évaluateur, parce qu'on parlait beaucoup de valeur foncière, puis en fait, il semble y avoir en fait une distorsion énormément là, en fait, entre la valeur observée et la valeur foncière, finalement, et puis par les acteurs. En fait. L'idée générale, c'est l'évaluateur agréé au temps d'une ville, parce que c'est un acte réservé, hein, la valeur foncière aux évaluateurs agréés. Il ne peut pas arriver et faire des simulations, puis de faire des projections sur ce que les gens vont penser sur la valeur. Il doit constater. Donc, il faut qu'il y ait des ventes. Alors, donc, un acheteur et un vendeur, un acheteur qui décide d'acheter, puis le vendeur qui décide bien de vendre aussi. Si, mettons, par exemple, la personne a vécu 2 ou 3 inondations, puis on en a ras-le-pompon, puis elle décide de vendre complètement à rabais, ben, une transaction ne fait pas non plus le marché. Alors donc, ça prend un ensemble de variables et, en fait, je pourrais dire, je parlais tantôt de biais cognitifs, bien, évidemment, l'acteur principal qui est l'acheteur, qui est l'être humain, en fait, finalement, il n'est pas toujours rationnel. Hein? Et il oublie rapidement et facilement. Il y a plusieurs exemples. Aux États-Unis, on en a des exemples. Là, en fait, dans la littérature scientifique, là, que ce soit en Europe ou en Amérique, là, il y a plein d'exemples où les valeurs peuvent aussi bien descendre de 22 ou de 7 ou de 8 mais il n'y a pas un article qui peut statuer à ce qu'on puisse attribuer une variable spécifiquement à un aléa comme tel. Que ce soit, ouais. On peut pas Pourquoi? Parce qu'il y a trop de variables, trop de facteurs. Vous savez, juste en modèle économique classique, là, on a 4 variables. J'en ai ajouté 2 autres là, dans ma thèse. Mais c'est, en fin de compte, la rareté, la solvabilité, la rareté, la solvabilité. Ouais. Trop longtemps. Merci. Parce que j'ai vulnérabilité dans la tête, c'est pas là du tout. Et puis, le désir, qu'est-ce que j'ai oublié là? Rareté. Oui, c'est ça. Solvabilité et évidemment, non. Ça va revenir. Non, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai ajouté à ces variables qui étaient dépassées le risque et le temps. Okay. Ça n'existait pas. Alors donc, c'est bien évident, à l'époque de Marshall ou d'Adam Smith, on ne pensait pas qu'il était pour y avoir des changements climatiques hein, à cette époque-là. On n'en tenait pas compte. On ne tenait pas compte aussi de la valeur de l'oxygène et de la valeur de l'eau. Donc, finalement, ces variables-là, mais ça n'a jamais été internalisé par la suite. Et donc, aujourd'hui, ben, on vit avec ce modèle-là. Et donc, finalement, l'évaluateur n'est pas là non plus. Comme il est membre d'un ordre professionnel et qu'il est personnellement responsable de son avis, donc ça lui prend des éléments factuels. Et évidemment, les seuls éléments factuels qu'on peut avoir, c'est l'observation du comportement humain
sur le marché. Maintenant, le marché, il oublie vite, bien des fois. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres variables, nécessairement, en fin de compte, le manque de logement, le manque, en fait, le peu d'offres sur le marché, par exemple. Hein. Et bon, ben, on a d'autres variables aussi. Si on a une inflation qui est immodérée, on a dans la composition de la valeur d'un immeuble, on a à peu près, à part là, je ne parle pas du terrain, mais je parle en fin de compte du bâtiment, à peu près autour, hein, je ne sais pas, 45 à 50 de main-d'œuvre et le restant, en fin de compte, de matériaux. Une partie de ces matériaux-là, ben, qui proviennent des États-Unis. On n'avait pas le problème géopolitique qu'on a actuellement. Alors donc, ce sont des éléments, la rareté des matériaux aussi, etc., etc. Et donc, aussi, c'est des variables. Je prends par exemple, on a des secteurs comme sur l'inondation qu'on a eu à Richelieu, par exemple. Ben, on a eu, comme on a eu une forte demande de matériaux, ben, on a eu, en fin de compte, une augmentation. Alors, ce sont des variables qu'il faut internaliser dans la valeur. Alors, forcément, c'est très difficile d'arriver d'évaluer spécifiquement sur des événements. Est-ce que ça va monter ou ça va baisser? Ou si on a une nouvelle cartographie on ne sait pas comment les gens vont l'interpréter, ces aspects-là qui sont nouveaux. C'est ça, on en a discuté l'autre fois aussi, là, il y a des articles là, qui prétendent, là, je pense peut-être pas le bon mot, là, mais qui démontrent que le marché pourrait baisser de 1 à 12 %. On a essayé de se donner des variables. Il y a d'autres articles qui présentent le fait que ça prend beaucoup plus de temps à vendre une maison que dans une zone inondable. C'est-tu la réalité? Là, ça est en train de nous dire que ce n'est pas nécessairement la réalité. On observe, je prends par exemple, en fait, là, ça c'est de la littérature aux États-Unis, hein, bien sur les zones côtières, il y a là, ça va peut-être faire rigoler certaines personnes, mais je dirais en fait, ceux qui ont des croyances religieuses ne croient pas au changement climatique. Alors, donc, ils sont prêts à payer un prix, ils sont prêts à acheter d'une part, et d'autre part, donner un prix peut-être qui est moins rationnel, en fait, si on constate que des changements climatiques existent. Hein. Donc, finalement, et d'autre part, il y a d'autres variables, ces éléments. Puis, juste de démontrer l'irrationalité, dans un article, on disait qu'il y avait des propriétés qui étaient éprouvées de façon résiliente par plusieurs normes aux États-Unis et qui étaient sur pilotis pour éviter les inondations et tout. La valeur, on octroyait moins cher, on octroyait une moins grande valeur à ces propriétés qui étaient résilientes aux propriétés qui étaient sur le sol, très vulnérables, tout simplement parce qu'on voyait l'eau. J'aime l'eau. Le désir étant une autre variable que je voulais mentionner tantôt. Alors donc, en fait, le fait que l'être humain qui donne une valeur, un plaisir, une émotion quelconque, et de vivre quelque chose, va être prêt irrationnellement à donner, en fin de compte, puis là, il faut faire attention entre le prix, le coût et la valeur. Complètement trois éléments totalement distincts et qu'on confond très souvent. Alors, OK, merci. Michel, on a un petit peu parlé tantôt là, de la cartographie qui est basée sur le LEA. Ça a aussi des angles morts. Je vais donner un exemple. Là, ça ne tient pas compte des inondations pluviales. Entre autres. Il y a certains éléments, là, je pense que les débâcles, là, les embâcles, les débâcles ne sont pas inclus là, dans ces évaluations-là. C'est quoi l'importance de ces angles morts-là pour encore une fois, pour la crédibilité de l'information qu'on veut communiquer? Disons que la cartographie des zones inondables est beaucoup fondée sur des aléas qu'on est capable de calculer. Les crues à l'eau libre, on dit, bon, on est capable d'observer le débit sur des longues chroniques de 50 ans. Et dans le cas de l'Outaouais, on a des mesures qui remontent à 1880. Et bon, jour par jour, depuis pratiquement 140 ans. Et donc, on est capable de mettre en place des statistiques, on est capable de cartographier 100 ans, mais on ne peut pas faire la même chose. Tu sais, maintenant, on va dire les aléas glaciaires. Ça, c'est deux catégories. Il y a les embâcles, les débats.
C'est un train de glace qui descend, ça peut faire beaucoup de ravages. Puis quand il s'arrête quelque part pour former un embâcle, puis là, l'eau monte derrière, puis on a l'équivalent d'une inondation. Mais on ne peut pas mettre de statistiques là-dessus. Hmm. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller observer des cicatrices qui ont été laissées sur des arbres. Puis si on fait un peu d'androchronologie, là, on peut dire à quelle année ça s'est produit. Mais on est démunis pour faire des statistiques. Du côté des inondations pluviales, ben là, ça dépend de la défaillance de systèmes anthropiques. C'est des systèmes d'égouts là, puis ça se produit dans des cuvettes. Fait que ça, les cuvettes, on peut toujours les identifier. Là. On a des modèles numériques de terrain, on est capable de faire ça. Mais c'est quoi la probabilité que l'égout va être en défaillance, que le clapet ne va pas se fermer? Ça, on n'est pas capable de le dire. Fait que donc, on est condamné un petit peu à. Si on parle des inondations côtières, ben, pour reprendre l'exemple de M. Rudolph, ben, est-ce que c'est quoi la remontée du niveau de la mer par rapport au rehaussement isostatique après les glaciations? Ces équilibres-là sont partout dans le monde, là, la mer ne remonte pas à la même vitesse. En fait, oui, la mer remonte à la même vitesse, mais c'est le territoire qui ne remonte pas ou qui descend. C'est comme par exemple la Louisiane s'enfonce. Et, la baie James remonte encore après les glaciations plus vite que le niveau de la mer. Fait que, au final, comment on fait des statistiques là-dessus? C'est pas évident. Fait que donc, c'est ça les angles morts. C'est sûr qu'on n'est pas capable de calculer avec nos méthodes traditionnelles d'hydrologue. Mais ça a quand même des impacts. Tu sais, puis je reviens à mon histoire de crédibilité parce qu'on a parlé ce matin de sensibilisation. Si les gens n'ont pas l'impression que ce risque-là existe parce qu'on n'est pas capable de bien communiquer ce risque-là, puis on a des outils que moi je peux contester parce que je connais un peu ça, puis je dis ah non, finalement, c'est pas comme ça qu'on aurait dû le faire. Comment on gère ça, puis ça va s'adresser à Alexandre aussi. Comment tu sais, dans le monde là, avec nos citoyens, on est capable d'adresser cette difficulté-là. OK, vas-y Alexandre. C'est vraiment une question importante, ça, parce que, en tout cas, du point de vue de l'aménagement du territoire, là, on vit avec le patrimoine qu'on a créé pendant les dernières décennies. Et changer ça, ça va prendre des décennies. Pendant ce temps-là, on va avoir aussi un contexte climatique qui va lui aussi changer. Donc, si on veut que notre territoire soit résilient dans le futur, ben, il faut planifier ça sur de très longues périodes. Donc, il faut se donner des objectifs qui sont basés sur ce qu'on estime sera les changements sur cette très longue période-là. Alors, forcément, ça nous confronte, nous, à notre vie quotidienne, à notre perception individuelle qui est à beaucoup plus court terme. Puis, on peut se dire, ben moi, dans ma vie, j'en ai jamais eu d'inondation. Pourquoi vous me demandez ça, que je me prépare à cette inondation-là qui va jamais arriver, et ainsi de suite. Je pense que le défi, là, il n'est pas spécifique aux inondations. C'est un défi qui est culturel, qui est celui de la reconnaissance de la nécessité de s'adapter au changement climatique, de la réalité des changements climatiques, puis de la nécessité de se baser sur des méthodes scientifiques imparfaites pour arriver à ces objectifs-là. Elles ne sont jamais parfaites, ce sont toujours des modèles qui singent la réalité, qui ne sont jamais la réalité. Mais reste qu'on a besoin de ces outils-là parce que, comme on le disait, notre mémoire est courte, on oublie très vite. Je prends un autre exemple, on oublie très vite qu'on est dans une zone à risque de tremblement de terre ici, là. Les éboulements, ça ne s'appelle pas les éboulements pour rien. Il y a des gens qui les ont vus se faire, ces éboulements-là, dans le CSP de 1530, je ne me souviens plus. Mais bref. Donc, on oublie ça et c'est le rôle de l'État, je dirais, de s'assurer justement de contrer les défauts du marché. L'Homo economicus qui est censé avoir toute l'information en tout temps, dans les faits, il ne l'a pas. Il prend des décisions irrationnelles. Puis pour pallier à cette irrationalité du marché-là, ben, il faut qu'il y ait des garde-fous. Puis il y a seulement l'État qui peut assurer ces garde-fous-là. Donc, c'est pas facile. Il faut que ça demande de la volonté du point de vue des acteurs publics de maintenir ces outils-là parce que ils ne sont peut-être pas, leur utilité n'est peut-être pas manifeste aujourd'hui, mais elle le sera dans 30 ans. Donc, il faut travailler dans ce sens-là.
Pour ce qui est de la crédibilité, ben, je pense qu'il faut qu'on soit aussi transparent avec les citoyens. Il faut qu'on leur explique. L'éducation, ça demande du temps, de l'investissement. Ça ne se fait pas juste par webinaire. Ça ne se fait pas juste par capsule vidéo. Ça se fait en rencontrant les gens, en prenant compte de leur critique et en étant humble aussi sur ce qu'on est capable de modéliser aujourd'hui. On ne pourra pas s'imposer, on ne pourra pas imposer une vérité qu'on sait qui n'est pas absolue. Sinon, on rentre dans le dogmatisme, puis à ce moment-là, le débat n'est plus structuré du tout. Là. Donc, voilà. OK. Complément, Michel, Yvon, sur l'acceptabilité ou la façon de communiquer cette incertitude-là ou cette imprécision-là. Façon de communiquer. Ben, ouais, je peux parler pour mon expérience personnelle. Là. Pour ça que t'es là. Ça se donne que je suis président d'un organisme de bassin versant dans le bois de Montmorency. C'est pas dans le Boulevard-Sud-Nord, mais c'est parce que j'habite à Québec, je travaille en télétravail. Dans mon expérience professionnelle, quand j'étais professeur à l'INRS, j'ai développé des modèles hydrauliques, mais pour développer un modèle hydraulique, il faut que tu puisses dire est-ce que mon modèle, quel niveau d'eau le modèle doit reproduire quand il passe un certain débit. Donc, pour ça, ça prend des observations. Et j'avais développé à ce moment-là un réseau d'observation riverain où j'ai recruté tranquillement au fil des années. À chaque fois qu'il y avait une crue, là dans un coin, puis là, je cognais aux portes, et je me présentais, et je commençais à discuter avec les gens. Quand j'ai commencé à développer mon modèle, tout ça, j'allais les rencontrer avec ma tablette, puis j'avais là, c'est les résultats que j'ai obtenus. Il y avait toujours une bonne collaboration, surtout avec les personnes âgées qui habitaient là depuis longtemps, qui ont été témoins d'événements antérieurs. Puis j'ai pu développer une certaine complicité avec eux autres. Tu sais, tant que tu ne vas pas crier ton problème dans les médias, ça va. Les gens sont ouverts. Mais dès que tu vas crier ça là, sur les toits, là, les gens ont peur beaucoup de la notoriété de leurs problèmes. Puis ont peur de. Je connais des gens là, qui sont carrément séquestrés dans leur maison. Ils ne peuvent pas vendre. Puis on dit, là, c'est triste, là. Il y a des gens qui en font des dépressions. Ils disent, c'est mon fonds de pension. Je ne suis pas capable de vendre. Il y a des gens, il y a des personnes âgées, là, ils seraient prêts à partir en condo, ils seraient prêts à tout vendre. Là. Ils ne peuvent pas vendre, ils ne trouvent pas d'acheteurs. Et puis tout ça, c'est lié à la notoriété. Fait que si ça donne que tu fais savoir à tout le monde que ça, c'est risqué à cet endroit-là, alors tu viens juste empirer leur sort. C'est ça le résultat, parce que les gens, ils connaissent leurs problèmes. Ouais. Mais c'est ça, je pense, l'enjeu. Peut-être, sinon, tu peux rebondir là-dessus. Là. En fait, c'est ça. C'est évidemment, là, c'est un peu lorsqu'on fait un rebond là, sur l'information, à la fois, beaucoup d'informations ne changent pas grand-chose. On le sait, regardez les changements climatiques, regardez les gens qui... c'est sûr qu'avec l'information, avant qu'on interdise la cigarette dans les locaux, des établissements et tout ça, ben, en fait, il y avait, même s'ils savaient que ça pouvait donner le cancer, il n'y avait pas beaucoup qui réagissait forcément. C'est lorsqu'on est impliqué, comme justement on mentionnait, lorsqu'on est vraiment impacté personnellement, c'est là qu'on voit la problématique. Et ça, c'est malheureusement, c'est pas transmis dans un rapport d'évaluation. Hein, c'est pas. Et donc, même si, voyez-vous, d'une certaine façon, l'évaluateur doit suivre une méthodologie qui est acceptée et ne peut pas faire en fait, de rajustement, si je me permets l'expression, de rajustement sur la valeur, mais il peut faire des commentaires supplémentaires. Il faut, entre autres, avoir de l'information. Mais si on n'a pas l'information, on peut avoir, en fait, vraiment de donner
beaucoup d'informations pour prendre une décision éclairée dans le rapport et d'avoir, en fin de compte, la valeur constatée du marché. Et là, évidemment, ce sera à la banque, à l'institution financière, à prendre une décision éclairée. Hein? Mais quant aux acteurs, on ne peut pas traduire que le marché est vraiment éclairé parce qu'il y a vraiment une asymétrie. D'une part, une asymétrie d'information, mais d'autre part, il y a des biais cognitifs très importants. Alors, donc, en fin de compte, des émotions très importantes qui font en sorte que, moi, j'ai été dans mon ancienne vie courtier immobilier aussi. Fait que finalement, là, bien des fois, pas d'émotion sur que la cuisine, tu sais, si la cuisine est pas belle, on arrache tout puis on met d'autres choses. Tu sais, c'est pas grave. Mais si la personne voit, ah ben, j'aimerais avoir un garage, puis il n'a pas de garage, ben, elle va oublier que dans un meilleur secteur possible pour minimiser son coût de vie, puis ça, c'est pas ça qui va être important. Là. Alors, il y a vraiment des décisions qu'on ne peut pas. C'est quoi l'adage? Le cœur a ses raisons que la raison ne peut expliquer. Hein? Ben, c'est exactement ça en évaluation aussi. C'est pas l'évaluateur, mais bien le marché. Mais je veux juste rebondir sur un élément qui me semble important, qui est celui du trop grand nombre d'informations, des sources de ces informations-là. Parce que là, on parle de la cartographie qui est réalisée par le secteur public. La cartographie s'en réalise beaucoup. Il y a quantité d'entreprises qui présentent des produits, qui disent nous, on va vous faire votre cartographie. Puis il y a quantité d'acteurs économiques qui sont friands de cette information-là parce que leurs décisions, ils veulent tenir compte de ces faits-là dans leurs décisions. Donc, une façon, je dirais, de communiquer l'intérêt d'avoir cette cartographie-là, c'est de normaliser et de standardiser aussi les critères qu'on utilise pour déterminer le risque. Ça veut dire aussi que si l'État prend ce rôle-là, je pense qu'il doit le prendre, bien, il doit être aussi prudent dans l'établissement de cette cartographie. Peut-être plus prudent que n'importe quel autre acteur devrait l'être, parce qu'au bout du compte, on sait que c'est lui qui va être responsable. C'est lui qu'on accusera de ne pas avoir prévu la crue qui va aller au-delà des cartes qu'on aura décernées. Donc, la prise en compte du changement climatique, dans ce cas-là, ce n'est pas juste une question abstraite, c'est une question concrète. Comment est-ce qu'on fait pour se dire que les cartes qu'on va imposer, qui vont avoir des conséquences aujourd'hui, vont demeurer valides dans 10 ans ou dans 20 ans? Parce qu'on ne peut pas non plus changer les cartes à tous les ans. Ceci dit, il y a aussi l'autre aspect, c'est qu'il faudra tout de même qu'on revise ces cartes-là de façon périodique parce qu'on ne peut pas aujourd'hui être certain des impacts des changements climatiques. Il y aura peut-être augmentation, puis il y aura des secteurs ailleurs où il y aura diminution du risque aussi, puis d'autres risques se présenteraient à ce moment-là. Donc, l'idée d'avoir une cartographie qui est reconnue par tous, puis un ensemble d'outils réglementaires, des actes officiels, des dénominations claires qui soient standardisées, je pense que c'est de nature à stabiliser le marché, puis aussi à mieux orienter les acteurs là, dans leur choix rationnel. Mais pour ça, ben, malheureusement, on n'a qu'un seul outil, c'est celui celui des corps publics élus qu'on a légitimé pour avoir ce rôle-là. Mais si on ne le fait pas, il ne faut pas s'illusionner, il va en avoir des classes pareilles. Donc, ça, c'est clair. Et elles vont avoir des conséquences quasi réglementaires, qu'on le veuille ou non, par le truchement des assureurs, des prêteurs hypothécaires. Alors, on est aussi bien de faire le travail pour qu'il se fasse dans l'intérêt public et pas seulement au service d'intérêt économique spécifique. Permets-tu de rebondir? Allez-y. Parce qu'au chapitre de l'information, c'est de ça qu'on parle, là. Oui. Bon, comment on peut atténuer le fait d'être étiqueté dans la zone inondable? Les cartes de zone inondable qu'on a actuellement, c'est des cartes de l'aléa d'inondation. Ce n'est pas des cartes de risque. Le risque, là, c'est qu'il faut que tu sois exposé à une inondation, un. Deuxièmement, il faut que tu sois sensible au moment. Alors moi, dans les analyses que je fais actuellement, là, sur 1000 résidences, là, je vois souvent là, 2 résidences, l'une à côté de l'autre, là, au même endroit, exposées par rapport à l'aléa, au même endroit. Puis elle est à risque, elle l'est pas. Pourquoi? Parce qu'elle est montée sur pilotis, son rez-de-chaussée est à telle hauteur. Puis l'autre à côté, là, il y a un sous-sol fini.
Puis, voyez-vous, l'exposition n'est pas du tout la même. Donc, l'approche par le risque, c'est ça que ça prend pour désamorcer les impacts de la cartographie des zones mondiales. Si tu peux arriver à dire, si on arrivait à dire, par exemple, quantifier le risque auquel on est exposé, pas exposé à l'aléa, le risque auquel on est exposé en termes de taux d'endommagement, ou etc., bien, on pourrait probablement sauver beaucoup de monde. Dans les 1000 résidences que j'ai étudiées, là, il y en a 90% qui n'ont pas de sous-sol fini. Quand même incroyable. Ça, c'est à Rigaud, à Saint-André-d'Argenteuil, à Pointe-Fortune, etc. Les gens sont en partie déjà adaptés à ça. Il y en a là-dedans là, qui ne sont pas du tout à risque. Ils ne sont pas. Il y a 80% des dommages est associé à 20% des résidents. Et c'est la loi de Pareto. Ça, c'est, on appelle ça comme ça. Là. Et donc, ça veut dire qu'il y a 80% des résidences qui sont associées à 20% du risque. Donc, puis là-dedans, là, je suis certain qu'il y en a une bonne partie là, qui ne sont pas du tout à risque. Ils sont en zone non date quand même. Oui. Et donc, l'approche par le risque, pour vraiment faire l'effort d'évaluer le risque, résidence par résidence, selon la façon qui est implantée, ses attributs de construction, sa hauteur de rez-de-chaussée, c'est vers ça qu'il faut aller. Et éventuellement, même, on va l'introduire tout de suite, là, peut-être même émettre des certificats de résilience quand c'est le cas. Oui, on va aborder ça. On va dire, moi, je suis en zone inondable, mais voici, c'est comme un certificat de localisation. Et ce certificat de localisation, il prouve que tu es chez toi. Le certificat de résilience, il dit, je suis chez moi et je ne suis pas à risque. Et donc, ça ouvre la porte à la valeur marchande. Ça vient désamorcer l'information qui peut t'ostraciser si elle n'est pas nuancée. Oui, mais justement, le certificat de localisation veut dire que la moitié de ton terrain est dans l'eau. Tu ne l'as plus, le terrain. Tu sais? Oui, mais le terrain, c'est une chose. Non, je comprends. C'est une blague, parce que le certificat de localisation, oui, c'est vrai, mais quand il y a une inondation, la moitié du terrain est à l'eau. Oui, mais ça fait une différence pour les assurances. On va dire un petit peu, si tu as de l'eau sur le terrain, ça fait une différence que si tu n'as pas d'eau sur le terrain, même si tu n'as pas de dommages, en tout cas. Ouais. Ce que je voulais dire sur l'information, c'est encore une fois, c'est évidemment, ça, c'est le fait qu'on puisse démontrer, en fin de compte, la vulnérabilité d'une propriété versus une autre aussi. C'est ça, c'est important. L'État doit jouer, ben, tantôt pour rebondir, l'État doit jouer un peu le despote écléré. En fait, là, c'est un. Non, ben là, ça, c'est une autre histoire. On peut questionner l'éclairage. Oui, la bonne éclairage. Mais puis, en même temps, ben, évidemment, c'est qu'il y a une possibilité. Moi, je travaille sur un modèle qui permet, en fait, à l'évaluateur agréé de pouvoir internaliser dans une colonne, internaliser l'ensemble des facteurs avec des probabilités. Et encore faut-il qu'on ait des probabilités dans certains cas. Là, je veux dire, au moins que lorsqu'on a une certaine probabilité, lorsqu'on avait des zones 0, 20, 20, 20 puis 100 ans, on savait qu'il y avait 5 d'aléas possibles par année. Possible. Hein? L'année d'après, il peut y en avoir 10 de plus. Tu sais, mais au moins, on peut avoir une première colonne qui internalise les externalités négatives, mais aussi positives. Hein? Positives, notamment lorsqu'on fait des atténuations sur le bâtiment, en fait, des corrections pour être moins vulnérable. À ce moment-là, on peut. Parce qu'un des problèmes, c'est qu'on peut faire énormément de corrections, investir énormément, mais ce n'est pas calculé forcément en valeur. Non. Parce que ce n'est pas perçu par des acteurs forcément. Alors donc, en fait, avoir cette colonne qui permet d'arriver de dire, voilà, il y a eu des modifications pour être plus résilient, si on veut, à certains risques. Et de l'autre côté, ben, c'est ce qu'on constate sur le marché. Maintenant, si la banque a dit, ben, je prends 50-50 ou 70-30 ou ben non, 30-70, c'est eux qui prennent la décision de financer ou pas. Mais au moins, on a une information. Et d'autre part, c'est ça, c'est que c'est une
Tout ça part par des cadres réglementaires. Et puis, un ordre professionnel est là pour seule mission la protection du public. Alors, on peut se poser la question, est-ce que l'ensemble des professionnels qui sont justement les ingénieurs, les architectes et dans le bâti, je ne parle pas des terrains, le terrain, c'est du immeuble, c'est là, hein? Et puis, il y a juste, en fin de compte, un biotope et tout. Mais il reste quand même que l'ensemble des acteurs puissent jouer un rôle important en multidisciplinarité pour justement avoir cette transmission d'informations-là. Mhm. Hein? Parce que Ouais. beaucoup, si on travaille en silo, ben, on n'a pas ce transfert d'informations sur l'ensemble des composants et composantes qu'on installe sur la propriété permettant d'être plus résilient, par Mhm. exemple. Ouais, donner de la valeur à cet Oui. investissement-là, c'est sûr que c'est la clé, là. Ben oui, Ouais. sinon, à quoi sert d'arriver et de mettre autant de fric sur une propriété si je n'en récolte pas sur la valeur? Ouais. Ah ouais. C'est comme changer sa cuisine ou changer, je sais pas quoi, dans la maison. Puis... Ah ben ça, c'est payant, changer la cuisine. Ouais, mais c'est ça. Ça sent bien aussi. Mais il faut que mais il faut que ça soit comme ça aussi. C'est vrai que ça soit comme ça aussi, les mesures. Oui, c'est ça, exactement. Mais Ok. c'est en fait, là, on rend une fondation moins vulnérable. Mhm. Je ne la vois pas. Moi, je ne la vois pas. Donc, je suis posé d'avoir une fondation qui est correcte. Bon, ça finit là. Alors, voyez-vous, ce sont des éléments qui permettent, lorsque je fais une actualisation des promesses futures, donc, en fin de compte, ce qui va déterminer ma valeur, j'ai une bonne adéquation avec une anticipation des risques. Je n'ai pas la lecture, là. OK. OK, super. Justement, on va rentrer dans les stratégies d'atténuation. On glisse tranquillement dans nos sujets suivants, là. Puis je vais revenir à Michel parce qu'on veut relancer cette idée-là. Il y a plusieurs solutions là, qui sont proposées, puis des fois des solutions qui peuvent apparaître un peu simplistes, mais on sait que la grande majorité des dommages en cas d'inondation, ce sont des dommages qui sont causés au sol, dans 80-85 dans les trucs qu'on a regardés. On pourrait-tu réfléchir à mieux encadrer, je ne dirais pas interdire, mais mieux encadrer l'utilisation de la construction des sous-sols comme étant une mesure? Puis l'autre mesure, puis je vais la relancer celle-là aussi, est-ce que justement le fait de mettre une espèce de certificat de résilience auquel tu faisais référence, ça aurait pour effet d'atténuer l'impact de cette cartographie-là qui vient nous placer dans une situation où notre maison peut perdre de la valeur là, à cause de la cartographie? Le certificat de résilience, c'est un instrument d'information. Ça informe l'acheteur éventuel ou le prêteur hypothécaire, etc., que le risque pour ce bâtiment-là, il est acceptable. Mhm. Il n'est pas nul, mais il est acceptable. Mhm. Donc, c'est un outil d'information. Autrement, il y a les outils d'atténuation du risque là, qui sont les classiques. Là. Tu sais, mettons, la totale, là, c'est relocaliser le bâtiment. Ouais, ouais. Bon. Mais on sait que c'est pas quelque chose qui. On en a parlé ce matin, là. Il y en a 150 000 comme ça au Canada qui pourraient être concernés, puis c'est pas la panacée. Les autres solutions, ben, c'est relever les planchers habitables du bâtiment au premier chef, le rez-de-chaussée, puis autant que possible, pas de plancher, pas de mètres carrés habitables au sous-sol. Mhm. Ça, c'est la première chose. Fait que peut-être que certaines personnes, certains résidents vont devoir faire des sacrifices. Mais ce que j'ai observé pour les 1000 résidences là, que j'ai analysées, là, il y a pratiquement 10% seulement de ces résidences-là en zone inondable. Là. On parle de jusqu'à 350 ans là, qui ont des sous-sols finis. Il y en a peut-être 40% qui ont un sous-sol, mais c'est juste un sous-sol, il n'est pas fini. Et c'est un atelier peut-être ou des choses comme ça. Il n'y a pas de cinéma maison. Fait qu'il y a comme déjà un certain degré d'adaptation dans les milieux qui sont exposés comme ça. Puis il y en a, la plupart du temps, là, sur les 1000, là, il y en a 50% là, qui ont carrément pas de sous-sol. Fait que, donc, c'est encourageant parce que c'est pas la totale en partant. Là. Tu sais, on a déjà. Ça, c'est des historiques, là. C'est des gens qui ont construit ça en sous-sol. Mais la plupart des résidences que j'ai regardées, là, l'âge de ces bâtiments-là, ça va varier entre, mettons, 40 et 60 ans. Oui, OK, c'est ça. À peu près. C'est l'existant. Ça date de la fin du 20e siècle. Et
C'est ça, les outils. Après, ben, il y a les outils, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés actuellement à l'Université de Sherbrooke là, pour le choix des matériaux appropriés, Il y a les nappes. pour, c'est surtout l'enjeu principal qui est touché par les techniques d'immunisation des sous-sols. C'est surtout en milieu urbain, là, dans les cuvettes, où est-ce qu'il y a des problèmes d'inondation pluviale. Parce que ça, c'est sournois, là, on les connaît, ces problèmes-là. Et si on est pour refaire, bâtir mieux, ben, il faut s'assurer au moins que les fondations sont imperméabilisées, qu'il n'y aura pas de problème structurel par les poussées hydrostatiques de leur côté, ou que le plancher du sous-sol va être soulevé par les pressions hydrostatiques, des choses comme ça. C'est des problèmes de normes de construction là, qui doivent. Fait que là, il y a les gens de l'écohabitation aussi qui travaillent ardemment là-dessus actuellement. Et puis tout ça, là, ça va donner lieu à des codes, peut-être même un code du bâtiment qui va être rendu disponible parce qu'on s'en va dans l'adaptation. On sait que ça va dans cette direction-là. Là. Les politiques dont on a entendu parler ce matin, je ne pensais pas que ça rendu si loin que ça, mais c'est vers là que ça va. Là. Et donc, mais ça va prendre des normes. Puis même si on veut émettre un certificat de résilience, là, il faut être capable de considérer la résilience par rapport à la façon que la maison est construite. Pas juste la hauteur du rez-de-chaussée qui va compter. Non. C'est le type de fondation, puis c'est ça. Fait que donc, ça va prendre un gros travail de normalisation pour juger de l'adéquation des mesures d'atténuation. Tu voulais Je voulais poursuivre un petit peu sur l'idée Oui. de la résilience, Oui. fond, Oui. si tu me permets. En fait, certain. il y a évidemment là, la cartographie de l'aléa. On en a pas mal parlé. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est quand même d'aller vers vers la mitigation du risque, donc de tenir compte de la vulnérabilité. Un des premiers éléments, je dirais, là, qui est important dans l'acceptabilité de ce nouveau régime-là, c'est certes là, bon, diffuser la connaissance sur la cartographie, sur la modélisation, pour comprendre ça, mais il y a aussi de trouver des leviers d'adaptation, de donner des outils aux citoyens pour qu'ils puissent s'investir là-dedans. Pourquoi c'est important, ça? Parce que il faut situer aussi le contexte des changements climatiques, le contexte de notre adaptation dans le contexte plus large de notre société. Si je vous racontais une anecdote, j'étais, comme je vous le disais, conseiller politique de la ministre des Affaires municipales au moment où il y a eu les inondations en 2010. Donc, on a fait face à cette situation-là. Ça a été très complexe et très difficile pour quantité de raisons, mais sur le coup aussi, c'est une mobilisation de ressources extraordinaires qui est nécessaire pour sauver des vies, sauver des vies. Puis l'année suivante, on a eu la pandémie. Puis ce qu'on s'est dit, c'est si ça survient encore cette année, comment est-ce qu'on va gérer ça? Avec l'isolement qui était requis et le fait qu'on ne pouvait pas envoyer des gens dans des centres, des sous-sols d'église ou des arénas pour les loger temporairement. Heureusement, ça ne s'est pas présenté. Mais la réflexion qui est venue après, c'est se dire, bien, dans 30 ans, la société québécoise aura l'air de quoi? Mais dans 30 ans, la société québécoise va être vieille en maudit. Fait qu'avoir des policiers, des pompiers, des gens qui sont capables de mettre leurs bottes de pêche pour aller sortir leurs chiens de chez eux, ça va être de plus en plus difficile. Donc, notre vulnérabilité comme société va s'accroître dans le temps. Oui. OK? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre pour rendre nos milieux de vie plus adaptés au changement climatique, parce que quand on va arriver dans 30 ans, on n'aura plus les moyens de le faire. Donc, c'est important que dès maintenant, on agisse, et c'était pour ça que le gouvernement avait instauré la zone d'intervention spéciale, puis s'était engagé dans la réforme, parce qu'on s'est dit, là, on ne peut plus attendre. Ça fait déjà 30 ans que ce régime-là est en place. On connaît ses défauts, puis il faut y remédier. Mais l'autre aspect qui est important, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour diriger des ressources limitées vers les actions les plus stratégiques. Puis ces ressources limitées-là, ce sont celles des individus, mais celles des municipalités, puis celles du gouvernement. Actuellement, les ressources du gouvernement, elles sont, oui, déployées, mais c'est essentiellement des compensations qu'on donne lorsque le sinistre est advenu. Puis ce que ça crée, bien, ça fait du mitage dans les quartiers. Il y a certaines maisons qui sont démolies, d'autres qui sont reconstruites.
On voit des jalousies qui se créent parce qu'à une certaine époque, on autorisait à quelqu'un de remblayer son terrain, puis le voisin n'a plus le droit de le faire. Aujourd'hui, en vertu de la réglementation, il dit comment ça, je ne peux pas me mettre exactement comme mon voisin. Donc, il faut trouver des chemins pour adapter ça. Puis dans ce sens-là, c'est là que l'idée qui a été développée, c'était de dire, est-ce qu'on peut venir reconnaître les efforts qui sont faits, que ce soit au niveau des bâtiments individuels ou à la limite même pour une municipalité, au niveau d'un secteur, d'un quartier, pour venir reconnaître cette absence de vulnérabilité-là. Je donne un exemple des impacts qui peuvent être des impacts ridicules des fois de la réglementation quand on l'applique de manière uniforme. Par exemple, on interdit la reconstruction en zone de risque élevé. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ceci dit, avec la nouvelle cartographie, comme on l'a dit, ces zones-là sont largement étendues. Puis, il s'est avéré un cas dont je me souviens bien. Vous connaissez peut-être l'archipel des îles de Sorel, là, donc qui est un espace très plat, très soumis aux inondations et aux aléas de l'eau depuis toujours. Il y a là-dedans des centaines de chalets qui sont là depuis plus de 100 ans, construits sur pilotis. Certes, dont les terrains sont inondés, mais qui ne sont absolument pas vulnérables du fait de leur usage, du fait de leur structure architecturale à l'aléa. Mais il est survenu un triste événement où une dame qui avait hérité du chalet de son père, le chalet a brûlé, puis elle ne pouvait pas le reconstruire. Là, j'avouerai que j'avais beaucoup de difficulté à lui dire, ben écoutez, donc c'est parce que c'est la réglementation l'interdit. Oui, mais on n'est pas vulnérable, c'est un chalet, on veut le reconstruire à l'identique. Non, vous ne pouvez pas. Fait que comment est-ce qu'on vient reconnaître cette spécificité locale-là ou des façons de faire architectoniques pour se sortir de ces problèmes-là? Mais ça nous prend d'autres outils que la cartographie et la réglementation générale. Ça nous prend des outils qui sont plus flexibles. Il y a dans la réglementation actuelle une porte qui s'ouvre pour ça, qui est la possibilité de faire des plans de gestion locaux. Donc ça, je pense que ça va être très important, mais il faut aller plus loin. C'est comment est-ce qu'on va diriger aussi l'argent là où ça compte, là où on sait qu'on peut faire avoir une action, puis où on va faire bénéficier les gens. Bien, c'est là qu'il y a peut-être un outil à créer, qui est celui de venir reconnaître, comme pour le chalet en question, on pourrait le reconnaître d'emblée. Il est résilient, il n'y a pas de risque. On n'aura pas à payer pour des dommages sur un bâtisse comme celle-là, étant donné son usage et ses conditions physiques. Bien, reconnaissons-le. Puis, utilisons disons, les vecteurs de transmission d'informations qui sont bien institués ici au Québec. On a des notaires depuis toujours qui ont des minutes qui font trace de tous les actes qui ont été faits. On a des dossiers de fonciers qui peuvent venir inscrire ces documents-là dans la longue durée, puis dont on sait qu'elles seront transmises aussi aux chercheurs, donc que l'information ne sera pas perdue. Donc, est-ce qu'on peut créer cet outil-là, puis venir associer à ça un cahier de charges? Bon, qu'est-ce que ça veut dire être résilient face à une inondation? C'est d'avoir un niveau de rez-de-chaussée qui est supérieur à tel cote. C'est d'avoir l'utilisation de tel matériau, tel type de fondation. Et à ce moment-là, soit quelqu'un rencontre d'emblée ces adaptations-là, puis on vient le reconnaître. Donc, il y a une distinction, on vient diminuer l'effet du stigmate d'être en zone inondable, ou une autre personne pourrait dire, ben, moi, je veux atteindre cet idéal-là. Voici ce que je dois faire sur mon bâtiment pour le faire. Puis là, sur ça peuvent se greffer les investissements des individus qui veulent recouvrir la valeur foncière de leurs biens, les investissements des municipalités qui veulent s'assurer que les quartiers demeurent, puis qu'il n'y ait pas non plus des charges de sécurité civile impossibles à assumer à chaque fois qu'il y a une inondation. Et on peut aussi avoir le gouvernement qui vient soutenir ça à ce moment-là. Donc, cet outil-là, je pense, de venir caractériser spécifiquement la vulnérabilité des quartiers et des bâtiments avec un outil qui est normalisé. C'est essentiel pour qu'on puisse diriger efficacement là, les moyens limités dont on dispose, mais pour une adaptation qui est absolument nécessaire, parce que comme en tout cas, c'est ma conviction, si on ne le fait pas maintenant, on ne sera pas en mesure de le faire. À ce moment-là, ça va être chacun pour soi. Le mitage des quartiers va s'accentuer, la dévalorisation, la perte de valeur pour les gens va simplement être plus forte dans 20 ans puis dans 30 ans qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui. Ouais, cette capacité-là, ou cette incapacité-là prévue, on le voit aussi en termes d'indemnisation. Ben, tout ça converge vers le fait qu'on ne pourra plus compter sur un tiers pour se sauver demain. Donc, sauvons-nous maintenant adaptons-nous maintenant pour ne pas avoir besoin d'être sauvés dans 30 ans.
J'aimerais ça revenir sur, puis ça va s'adresser à toi aussi, Alexandre, puis je ne t'ai pas oublié, bon, là, poser la question après, mais on, tu sais, quand on regarde la problématique de gestion du risque ou de la cartographie en général, on a tendance à regarder ça tu sais, à haut niveau, là, je dirais au niveau du gouvernement, puis au niveau des actions politiques qu'on peut poser, mais il y a quand même des petits gestes qu'on peut poser pour aider les gens à réduire leur vulnérabilité par rapport à cet aléa-là. Parce que sinon, évidemment, on est tous d'accord que là, on va publier des nouvelles cartes, mais le risque, lui, il n'a pas changé, là. C'est juste l'image du risque qu'on projette qui a changé, parce que la maison était là avant, ça fait qu'elle est encore là. C'est quoi les outils qu'une municipalité peut mettre en place pour justement faciliter là, cette adaptation-là des citoyens? Ben, il y a, d'une part, du point de vue, je pense justement de la confection de ces plans de gestion locaux-là. Mhm. Il y a dans l'événement de la crue, il y a des questions d'accessibilité qui sont cruciales, par exemple. Donc, des fois, on peut avoir des gens qui ne se considèrent pas vulnérables puisqu'ils ne seront pas inondés, mais si pendant 2 semaines ou 3 semaines, 5 fois, 10 fois dans le siècle, ils ne seront pas accessibles, ben, ça pose un risque particulier. S'il y a un incendie à ce moment-là, ben, les services d'incendie ne pourront pas s'y rendre. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas touché par l'inondation elle-même que l'inondation ne nous affecte pas. Puis, la question de l'accessibilité qui est ben, des chemins, là, des routes, des infrastructures, qui reposent souvent sur les municipalités, devient importante. Donc, il y a des investissements qui peuvent être faits pour mitiger cette problématique-là. Des fois, c'est un petit tronçon qui a été relevé, une infrastructure, un ponceau qui a été mis en permanence pour laisser passer l'eau quand elle est là. Puis, on peut régler cette problématique-là. Donc, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est du point de vue du soutien financier des investissements individuels. Ouais. Puis là, il y a quand même, en matière de changement d'adaptation au changement climatique, il y a des choses qui ont été développées un peu partout. Là. Je pense en particulier au programme PACE là, qui existe là, aux États-Unis, qui se développe ici au Canada. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un levier financier qui soit associé au bâtiment et non à l'individu, qui pourrait permettre justement de venir financer des mesures d'investissement pour transformer le bâti et le rendre moins vulnérable. Puis à ce moment-là, que ça soit payé à même la taxe foncière par le propriétaire du bien, puis que si ce bien-là est vendu, mais que le remboursement n'est pas fait, bien, ça se continue dans le temps. On le fait pour les entrées d'eau, par exemple. Quand on change une entrée d'eau en plomb, des fois, le propriétaire peut le payer d'un seul coup, mais il peut aussi demander à ce que ça soit payé par versement à même son compte de taxe. Donc, est-ce qu'on peut développer un outil financier? Puis là, je n'aborde pas la question de est-ce que la charge de cette dette-là doit être absolument seulement sur l'épaule de la municipalité. Je pense qu'il y aurait une réflexion à faire sur comment est-ce qu'on fait une espèce de banque de financement qui puisse être accessible aux municipalités là-dedans, mais comment est-ce qu'on crée des outils financiers, dans le fond, qui sont hors marché d'une certaine façon, qui ne dépendent pas de l'évaluation d'un acteur privé, mais qui permettent quand même de venir financer sur une longue période des investissements qui seraient faits par la population. Parce que il ne faut pas se leurrer, les subventions de l'État ne suffiront jamais à couvrir ces investissements-là. Il faut que les citoyens soient appelés à participer, mais comment est-ce qu'on peut les faciliter? Bien, peut-être que justement, utiliser un levier de financement qui est basé sur la perception d'une taxe par les municipalités pour être une façon là, d'outiller financièrement les individus. OK, on a parlé d'assurance ce matin, un après-midi. Perdu, c'est ce matin. Ce matin, on avait notre ouais, terrible ça. Ce qu'on entend de la part autant de la part du ministère de la Sécurité publique avec le programme d'aide qu'avec les assureurs, bon, on est tous d'accord que les coûts augmentent, tout ça. Et l'impression que moi j'ai, puis c'est une opinion très personnelle, on essaie de transférer ce fardeau-là sur quelqu'un d'autre. Moi, ma prétention, c'est qu'on est en train de le transférer chez les sinistrés. Mais il y a aussi le programme d'assurance canadien qu'on nous a présenté comme étant une espèce de solution à tout. Est-ce que ce programme-là va venir justement pallier
ou avoir comme effet d'atténuer l'impact de la nouvelle cartographie sur la valeur de la maison, parce que tout d'un coup, cette maison-là deviendrait assurable dans le programme. Bon. Ben, en fait, j'écoutais ce matin avec un intérêt là, très, 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 très marqué, là. Et je me posais la question sur certains éléments, dont les aléas morales par rapport à ça. Ouais. Je veux dire, si tout est absorbé par l'État ou j'ai très peu d'intérêt, ou est-ce que j'ai vraiment une motivation quelconque à améliorer mon atténuation par rapport à ma vulnérabilité? En fait, il peut y avoir, on peut se questionner sur plein, plein, plein de variables semblables. Là, évidemment, c'est un nouveau programme. Je ne connais pas le programme, là, forcément. Et puis, on en a parlé depuis, je regardais, on en a parlé depuis plusieurs années, là, maintenant. Et puis, il y a les programmes qui existent au Québec, comme on a vu ce matin. Et puis, le volet de l'assurance. Comprendre que l'assurance, ben, c'est des entités qui ne sont pas sans but lucratif. Et donc, ce qu'on recherche, c'est quand même une certaine rentabilité. Puis la finance, là, il n'y a pas de souci. Si ça ne fonctionne pas, il y a des choses qui doivent changer. Donc, finalement, l'institution financière aussi, la banque, pour pouvoir accepter, je ne suis pas dans le milieu bancaire, hein. Évidemment, ce que j'observe, c'est, bon, ben, lorsqu'on amène des dossiers par des courtiers, mais qui sont validés par un évaluateur agréé, par exemple, ben, on a cette, si l'évaluateur dit, ben voilà, on considère que c'est ça le marché, c'est parce qu'il a été observé. Donc, ça nous prend ces programmes-là d'avance pour pouvoir observer comment le marché va fluctuer. Et par la suite, ben, on peut dire à l'institution financière, ben oui, ça marche. Finalement, les gens acceptent de prendre un certain risque parce qu'il y a, on absorbe une partie du risque et l'autre portion, ben, je suis capable d'apprendre. Je suis capable de. Alors donc, on n'est pas rendu à cette portion-là, donc j'ai pas rien pour valider cette. Mais par intuition, en fait, je pense que c'est positif, hein. C'est sûr qu'on ne peut pas aller à l'encontre d'une certaine de pallier à certaines lacunes qui, à la fois, il faut dire, on est, nous, responsables, hein, des changements climatiques. En fait, nous étant le monde surtout occidental, hein, bien évidemment. Et puis, donc, évidemment, les gens qui subissent ces aléas-là, qui sont bien souvent, en fin de compte, pas forcément les plus nantis et les plus. Donc, à ce moment-là, oui, ça nous prend des programmes semblables pour aider ces gens-là, forcément. Est-ce que la valeur va être là? Maintenant, vous savez, dans la valeur, là, il y a le terrain, il y a le bâti, puis, évidemment, il y a d'autres éléments euh, en fait, que le bâti donne comme aussi, comme, je pourrais dire, risque. Hein. Si on pense, en fait, compte, s'il y a des inondations en milieu humide de moindrement, il peut y avoir des champignons, créer des problèmes de la qualité intérieure l'environnement intérieur. Et il peut y avoir plein de variables, hein, supplémentaires à ça. Donc, est-ce qu'on a pensé à tous ces éléments-là par-dessus? Est-ce qu'on doit revoir, en fin de compte, la qualité de l'enveloppe du bâtiment, d'améliorer les infiltrations d'eau, soit parce que des gens décident de calfeutrer par-dessus un ancien calfeutrage et puis on laisse quand même entrer l'humidité à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment, mettant en risque aussi les occupants. Donc, je me pose des questions sur l'ensemble de ces éléments-là, que je n'ai pas toutes les réponses. Et comme chercheur, ben, je cherche que des questions, hein. Oui, c'est ça. J'essaie de trouver des réponses à travers ça aussi. Des fois, c'est le problème dans la recherche. Mais- On peut juste poser des questions. OK. Je vais réagir là-dessus. Oui, ça peut. Moi, je suis un ingénieur, puis comme vous savez, les ingénieurs, c'est souvent des rêveurs aussi.
on rêve à des solutions, puis on aimerait bien, et, peut-être un peu naïvement aussi, des fois, là, ça se pourrait, il faudrait l'admettre, mais moi, puis comme président d'organisme de bassin versant aussi, là, j'ai compris que quand il y a des enjeux de l'eau, les solutions doivent être concertées pour mobiliser les acteurs de l'eau pour résoudre des problèmes ensemble, parce que souvent, un seul acteur n'est pas capable de résoudre le problème. Il faut se mettre les acteurs ensemble pour résoudre le problème, ceux qui sont concernés. Donc, quand on parle des inondations, c'est qui les acteurs concernés? Tu as le riverain, tu as le gouvernement qui est un peu l'État-providence, là, qui efface l'ardoise quand ça passe. Tu as la municipalité qui subit un déficit fiscal parce que la maison qui devrait valoir 500 000, elle en vaut 200. Donc, c'est année après année, c'est des taxes qui ne sont pas collectées. Puis que les assureurs qui aimeraient assurer les sinistrés, mais qui ne prennent pas le risque parce que ça coûte trop cher, ça lui coûtera trop cher. Donc, il faut que la solution puisse, si on peut chercher une solution de financement, parce que les solutions techniques, on les connaît, en tout cas, on les connaît de plus en plus. Et ça va être immunisé, pour lever le bâtiment, on les connaît. Pour diminuer le risque, là, on sait ce qu'il y a à faire. Mais il faut être capable de financer ça. Non seulement il faut être capable de le financer, mais il faut que chacune des parties prenantes y trouve son compte. Ouais. Ouais. Si on arrive à faire cette démonstration-là, et ça veut dire que, maintenant, je te donne un exemple. Comment les parties prenantes peuvent trouver leur compte? Le propriétaire, le jour où il a sa maison immunisée, puis il a un certificat de résilience, lui, il est capable de vendre 500 000. Je rêve peut-être un peu, mais mettons 400 000. Le gouvernement, lui, il vient d'éviter des dommages. Il va contribuer à restaurer la maison. Résultat, il évite des dommages pour les 50 prochaines années. La ville, elle, si elle a contribué aussi, mettons qu'elle a résolu les problèmes d'accès en période de crue, puis qu'elle a peut-être même contribué à immuniser le bâtiment, elle peut exiger en retour une évaluation qui va être la vraie valeur. Et en même temps, il faut éviter ce qu'on appelle le dommage moral, là, qui dit pourquoi je paye pour lui, mais oui, tu payes pour lui, mais il va payer plus en taxes. Ouais. Fait que tout le monde peut y trouver son compte. Les assureurs vont dire ben, je peux t'assurer. C'est dans le fond. Fait que si on est capable de travailler sur on va dire, ce paradigme-là de gagnant-gagnant, gagnant-gagnant 4 fois, là, parce qu'ils sont 4, ben, la solution, on fait son chemin. Les discussions qu'on a eues ce matin, les présentations qu'on a eues ce matin, là, je pense, vont dans ce sens-là. Les gens de sécurité publique disent oui, quand tu es rendu à 50 tu as le choix. Ou bien tu t'en vas, ou bien tu t'immunises. Puis si tu t'immunises, tu as droit à 385 000. Tu vas faire du chemin avec ça. Là. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a besoin de mettre 385 000. Si le propriétaire, lui, il dit je vais récupérer la pleine valeur de mon patrimoine, il va le mettre, son 50 000. Puis la ville va trouver son avantage aussi. Fait que c'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est que ça devienne le leitmotiv qu'on est capable de présenter, de défendre politiquement, ça se défend. En fait, ce que je voulais mentionner, c'est que l'institution financière ne passe pas forcément sur les matériaux. Là, hein. L'institution financière passe sur la capacité de payer. Et là encore, faut-il qu'on ait des gens qui aient des résidents qui ont des revenus, hein, et qui sont solvables et que finalement, et en même temps que aussi la valeur aussi perçue. Si on augmente les coûts, hein, par exemple, les coûts d'assurance augmentent pareil. Si des coûts, bien évidemment, si ces coûts-là sont plus élevés, ben forcément, ça n'aide pas à contribuer à augmenter la valeur. Il faut regarder, il y a beaucoup de, comme je disais tantôt, c'est un millefeuille. Hein. Il y a plusieurs variables. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait de solution parfaite, c'est sûr, mais je pense que c'est dans une bonne voie, en quelque sorte. Et puis, c'est surtout pour les gens les moins nantis, d'une certaine façon, ou plus vulnérables financièrement, je devrais dire. Parce que les gens financièrement indépendants,
ben, ils peuvent s'offrir, en fin de compte, des points de pays qui sont moins accessibles pour tout le monde, de toute façon. Bon, donc, c'est un peu dans cette optique-là. Alexandre. Il y en a peut-être qui auront conclu que j'ai pas une grande foi, moi, en la capacité des régimes d'assurance qu'on institue aujourd'hui de résister autant. Ceci dit, je pense qu'il faut s'inspirer de la logique actuarielle pour être capable de justifier les investissements qu'on aura. La cartographie qui est en train d'être réalisée ici au Québec là, est d'un niveau de qualité exceptionnel. On a des outils LIDAR, des modèles hydrologiques, des modèles de flux qui nous permettent d'avoir une cartographie qui va être la meilleure qu'on puisse produire au jour d'aujourd'hui, qui est à des années-lumière de ce qu'on connaissait avant et qui nous produit aussi des modèles. Donc, on peut modéliser les impacts des inondations. Michel travaille beaucoup sur modéliser l'impact financier des inondations. Et on peut, comme des actuaires, annualiser ce risque financier-là, puis voir sur une période hypothécaire de 30 ou 40 ans combien on peut estimer le coût avéré des inondations sur chacun des bâtiments. Puis ça nous permet de venir faire une comparaison entre combien ça coûterait pour faire en sorte que ce coût-là soit évité. Puis du point de vue de l'argumentation, je pense que c'est important pour les communautés locales de faire valoir au gouvernement que l'investissement qui serait consenti maintenant va générer tant d'économies sur la période pour laquelle on pense qu'on devrait vous supporter. Donc, dans le fond, le gouvernement nous dit que l'argent va être disponible, on va vous assurer. Utilisons ça pour leur dire, ben, si vous investissez maintenant la moitié, vous allez sauver l'autre moitié plus tard. Puis, quant à moi, ben, on s'évite le risque de se dire que la moitié plus tard, elle ne sera peut-être pas là. Fait que faisons-le maintenant. Puis, on a les outils pour le faire. La cartographie, comme je vous dis, qui est en train d'être faite, c'est la base. On a tout ce qu'il faut ensuite. Il reste à venir modéliser les bâtiments eux-mêmes. Puis, on peut faire cette estimation quand même assez rapidement. Donc, mettre en place les normes, les outils qui nous permettent de justifier l'investissement à court terme, de transformer les programmes d'assurance en effet de levier pour l'investissement des municipalités et des individus pour sortir ce risque-là de notre giron, puis d'éviter d'avoir des surcharges d'assurance dans les années futures. Mais on a de la littérature scientifique comme du rendement sur au niveau de la vulnérabilité, là, sur la résilience d'un bâtiment. On a la littérature qui démontre la rentabilité de cet effet-là. Sauf qu'évidemment, il faut qu'elle soit perçue par les acteurs. Tout est toujours là. Mais statistiquement, on a vraiment d'ailleurs, sur le site de la FEMA, avant que tout disparaisse là-bas, on l'a démontré, on a plusieurs éléments semblables et dans la littérature aussi. Ça, c'est un point. Mais encore là, je reviens toujours dans la même problématique. Il faut que cet aspect-là soit perçu. Et aussi, si on pense aux acteurs d'institutions financières, ben, il faut on pense aussi à l'aspect de la solvabilité de la personne aussi. Tu sais, si cette personne-là habite un chalet, un ancien chalet qui a été transmis dans la famille et puis que les gens sont là, mais qui, si on enlève cette propriété-là, sont dans la rue, ben, évidemment, l'institution financière, elle va faire un prêt hypothécaire pour la propriété, c'est clair. Je pense que moi, ce que je pensais, c'est justement aux gens les plus vulnérables. C'est ça une protection. Et c'est pour ça que ce moyen-là est probablement temporaire, comme vous le dites, là, mais je veux dire, en fait, il reste quand même qu'on a une grande vulnérabilité aussi financière au gouvernement. Et ça, on augmente encore cette vulnérabilité-là. OK, il nous reste 5 minutes. On va aborder très rapidement le dernier volet. J'aurais une première question pour Alexandre. Ce matin, dans la présentation, puis je sais que tu es très au fait de ce sur quoi je travaille, je faisais référence à l'espèce d'arbitrage, vous appelez ça un conflit, là, mais d'arbitrage entre le développement économique et évidemment la cartographie. Comment on vient gérer ça là, dans le monde municipal, cet arbitrage-là, parce que
le développement économique passe beaucoup par l'occupation du territoire. Ben, c'est sûr que déjà, l'information est utile parce que reste que tout investissement économique durable doit aussi tenir compte du risque. Dans ce cas-là, ça nous permet au moins de diriger là, les nouveaux développements là, vers des environnements qui sont moins à risque. Déjà, mais il reste la question du patrimoine existant, puis là, là c'est très variable d'un milieu à l'autre, parce que bon, une ville comme Montréal, par exemple, a une faible proportion de sa population qui fait face à ce risque-là. Puis donc, l'impact potentiel sur la valeur foncière globale de la ville de Montréal est négligeable et presque imperceptible. Mais je prends une municipalité comme Sainte-Marthe-sur-le-Lac, par exemple, là, très grande proportion de la population se trouve protégée par une digue qui va avoir un statut euh, à risque ou quoi que ce soit, qui va avoir un impact sur une grosse proportion de la population là, et de la valeur foncière de la municipalité. Donc, chaque municipalité est différente à cet égard-là. C'est pour ça que je ne pense pas que les solutions ne peuvent être imputées qu'aux municipalités. Il doit y avoir un soutien plus large là-dessus pour être capable de traiter les gens de manière équitable, même si les milieux varient les uns aux autres, mais les uns par rapport aux autres. Mais ceci dit, je pense que des milieux qui font face à beaucoup de risques liés aux inondations, mais sont aussi peut-être potentiellement ceux qui peuvent se mobiliser le plus aussi pour trouver des solutions. Fait que ça peut être aussi des acteurs si on trouve des leviers financiers pour aider à sécuriser ces milieux-là, ça constitue en soi aussi une forme de développement économique. Parce que là, on vient de rassurer une partie de la valeur pour le futur. Puis à la limite, je pense que si on chemine dans cette idée de résilience-là, puis donc de travailler sur la vulnérabilité, ben, il n'est pas interdit de penser que dans certains cas aussi, il pourrait y avoir un certain développement dans des quartiers qui sont quand même exposés. Parce que l'autre problème qu'on a, c'est que le régime actuel a créé du mitage, c'est-à-dire que dans des quartiers, il y a certaines résidences, souvent celles des ménages les plus vulnérables économiquement, là, les vieux chalets qui n'avaient pas été rénovés à côté de la maison qui a fait son remblai, qui elle, n'a pas subi l'inondation. Mais ces maisons-là ont été détruites. Puis là, on a des réseaux d'aqueducs, des rues, des quartiers où il y a 30 des bâtiments ou des terrains qui sont vides. Du point de vue de la rentabilité de l'opération municipale, ce n'est pas optimal, d'une part. Puis du point de vue de la structure du quartier non plus. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, justement, à travers des mécanismes de plans de gestion locaux, avec de la réglementation qui vient rehausser les attentes en termes de forme architecturale, de matériaux, qui font en sorte que ces lots vacants-là, on pourrait les redévelopper, puis s'assurer que ce quartier-là, qui est rendu résilient, soit complété. Il y a d'autres quartiers où, au contraire, la conclusion, ça devrait être, même s'il reste 2 ou 3 maisons qui, elles, sont sur un remblai fait dans les années 70, ne sont pas affectées, puis si toutes les autres sont vulnérables, ben, peut-être que même eux qui ne sont pas affectés par les inondations directement, du fait que le quartier est isolé et qu'il faut le maintenir à long terme, ben, peut-être qu'eux, il faut leur dire, ben, malgré tout, on va racheter votre propriété et on va fermer le quartier. On va le transformer en quelque chose d'autre. Donc, mais le développement économique comme développement immobilier, ben, d'abord, il y a ses limites en termes de l'enjeu, c'est aussi que le financement des municipalités repose exclusivement ou presque pas en forte proportion sur le prélèvement qui est fait sur la valeur foncière par la taxe foncière. Donc, c'est sûr que ça devient un incitatif à augmenter cette valeur foncière-là par rapport à la charge qui est assumée. Donc, il y a une incitation là, intrinsèque assez forte là, au développement. Maintenant, justement, l'investissement dans la résilience peut contribuer à ça d'une part. Puis, ben, il faut aussi réaliser que ben, on ne pourra pas régler cet incitatif-là à vouloir développer si on ne diversifie pas les revenus des municipalités par ailleurs, ce qui est fait en partie, mais qui pourrait s'accentuer. OK. Yvon, dernière question. Est-ce que une gestion ou une communication plus claire du risque sur un territoire municipal
pourrait être un outil d'attractivité, d'attraction pour la municipalité en disant, regarde, on maîtrise nos affaires, nous autres, puis venez chez nous parce que ce qu'on vous dit, c'est vrai. Dans la littérature, là, actuellement, là, je regarde par rapport au changement climatique, il y a des États actuellement, aux États-Unis actuellement, qui bonifient le fait de venir investir chez eux parce qu'ils sont moins vulnérables au changement climatique. Donc, en fait, il y aurait moins de danger à y vivre, etc. Maintenant, tout ça, pour faire le lien, c'est l'information qu'on donne, qu'on publicise. Moi, je pense qu'on peut facilement faire un lien avec ce qu'on vient de mentionner. Plus qu'on est capable de démontrer que notre région est moins à risque, alors, on ne parle pas seulement des risques d'inondation, il y a un risque de manque d'eau aussi. Hein. Et puis, il y a un risque, en fait, il y a plusieurs autres risques actuellement qui sont les municipalités subissent. Là. Donc, finalement, plus qu'on est capable d'arriver de démontrer qu'on est moins vulnérable, ben, je pense que les gens vont prendre de plus en plus conscience qu'il y a des risques, hein, qu'il y a des risques au niveau des changements climatiques et autres, et que, ben, en fait, on peut miser sur telle municipalité. Vous savez, je prends par exemple en copropriété, ça a pris à la loi 16, puis même encore, on n'a même pas encore certains fonds de prévoyance qui sont à jour et de cahiers d'entretien préventif, de cahiers d'entretien qui sont débutés, qui ont débuté. Donc, la réglementation est essentielle et aussi le message est essentiel. Donc, là, à ce moment-là, ben, ça fait en sorte que oui, on a un impact. Forcément, s'il y a moins de risques, comme investisseur, tout investisseur, même privé, va dire ben, je vais investir là, je vais y aller, je vais faire partie de ce. Et ça mène aussi une communauté avec un autre esprit. Un esprit qui est davantage d'arriver je crois, parce que je ne suis pas psychologue non plus, je ne suis pas sociologue, mais d'agir de façon plus responsable aussi. Donc, en fait, je crois qu'il pourrait y avoir un effet secondaire, si on veut, là, sur la façon qu'une ville aussi, on parle de citoyen, hein, et puis on parle en fin de compte de responsabilité citoyenne. Et en fait, peut-être qu'il y aurait peut-être plus d'informations et plus de volontarisme à être plus responsable à ce moment-là. Charles, on va te laisser le mot de la fin. Toute l'atténuation de l'impact de la cartographie, là, que ce soit sur les individus ou sur le développement économique, tout ça, ça demande un travail de collaboration entre différents paliers de gouvernement, les entreprises, les individus, etc. C'est quoi les principaux freins? Pourquoi que c'est si difficile aujourd'hui de faire face à cette problématique-là Il y a beaucoup de silos encore, hein? Et on a souvent l'information est gardée précieusement par des instances. D'autres en auraient besoin, mais ils n'ont pas accès. On le vit, là, on essaie de développer des modèles. Tu sais, moi, avant même d'être ingénieur, je suis modélisateur. J'essaie de faire des calculs, pas juste de compter des dollars, mais calculer des choses. Là. C'est le travail des ingénieurs de calculer les choses. C'est comme ça qu'on est capable de construire puis, de façon sécuritaire. Et souvent, on n'a pas accès à l'information dont on aurait besoin pour développer des bons modèles, puis faire des démonstrations aussi là, de l'avantage d'apporter des solutions. Fait que, tu sais, ça, c'est un des boulots là, qu'on faut essayer de faire sauter là, dans le futur, parce que l'adaptation, là, ça va commencer à presser. Là. Dans les 5 dernières années, on a eu trois grosses crues importantes. Là. Probabilité 50 ans, 80 ans, on commence à se poser des questions sur même nos calculs statistiques. Là, on se demande à quel point ils tiennent la route aussi. Fait que, les modèles ne sont pas parfaits, là, c'est sûr. Et je ne sais pas s'il y a des modélisateurs ici. Là. Mais la première chose qu'un modélisateur apprend, c'est que tous les modèles sont réducteurs. Comme toutes les cartes. Il ignore une partie de la réalité. On aime bien travailler la partie qu'on est capable de quantifier. Puis la partie qu'on n'est pas capable de quantifier, ben, ça passe sous le radar. Ça devient l'angle mort. Et donc,
Alors, mais au moins, ce qu'on calcule, calculons-le comme du monde. Là. Et au moins, la partie la plus importante du phénomène, on doit être capable de la cerner correctement, puis il va toujours y avoir des angles morts de toute façon. Alors, puis faut rêver tout aussi. Ok, est-ce qu'on est dans la période de questions? Peut-être une ou deux Une au ou maximum, puis on prendra 10 minutes de pause, peut-être. OK. Chose comme ça. OK. On aura juste 10 minutes de retard, c'est pas si mal. OK, non, OK. Mais je pensais qu'on avait 105 minutes. Ben là, on avait 1 heure et demie. Puis, OK, moi, j'avais 105 dans mes offres. ah, il y avait la pause qui était mentionnée. Ah, OK, OK. Voilà, vous faire un peu de temps avec une pause. Ben quand même. Non, non, il fait. On n'a pas besoin de C'est ça, vrai, hein? clair. Ah, oui, on va prendre une pause, je blague. Mais c'est ça, s'il y a des questions, là, c'est une ou deux questions de base, on a du temps. C'est le temps de poser les questions difficiles, là. Oui. C'est pas une question, c'est un commentaire d'ordre général. C'est rafraîchissant de vous entendre parler de l'approche par le risque, d'aller au-delà des zones d'exposition pour réfléchir autrement, à caractériser au plus près de la réalité ce risque-là. Donc, merci infiniment de vos présentations. Ben, merci, Je ferme les panéliste. Foucault? Oui, il y avait une question par rapport au certificat de résilience. Comment est-ce qu'on pourrait aboutir à un outil qui soit normalisé et qui soit reconnu par tous? Michel parlait des gagnants x4, donc un certificat qui soit aussi utile aux propriétaires, aux municipalités, au gouvernement, aux prêteurs, aux assurances. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à un moyen de normaliser ou de faire reconnaître de façon universelle. Donc, Copier-coller, certificat de localisation. OK. Ben, Avec des normes Oui, différentes. oui, clairement. Mais c'est un certificat qui doit être émis par un professionnel. Alors, les professionnels, ça peut être quoi? Ça prend un professionnel qui est habilité à juger de l'altitude. Là, parce que le certificat de résilience se décline de deux façons. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Elevation Certificate là, qui dit ton premier plancher habitable il est au-dessus de la cote 100 ans plus 30 cm. Fait que ça, c'est Elevation Certificate, là, c'est le certificat d'élévation. Puis il y a, dans certains cas, quand l'élévation ne peut pas être satisfaite, si le bâtiment est immunisé, à ce moment-là, il appelle ça le Flood Proofing Certificate. C'est le certificat d'immunisation contre les inondations. Fait que ça, c'est les deux façons que le certificat de résilience peut être décliné. Maintenant, c'est un concept, là. On ne fait pas ça au Canada encore, là. Ça n'existe pas. On en parle, on rêve. Ça. C'est ça, Mais c'est un rêve concret. mais on a déjà des outils semblables. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un va acheter sa propriété ou fait une transaction sur sa propriété, il est mentionné est-il ou non en zone agricole permanente. Tous les contrats de vente vont être ça. Il faudrait que les contrats de vente fassent ça aussi de s'il est ou non en zone d'inondation. Et ensuite, l'étape d'après, c'est détient-il aussi un autre document analogue à un certificat de localisation qui vient attester que la structure, la forme, l'accès du bâtiment correspond à un certain nombre de normes qui est valide pour la zone dans laquelle elle est appliquée. C'est sûr qu'on pourrait donner des normes qui sont universelles à toute la province, mais là, on rencontrerait le même problème qu'on n'est pas capable de faire face aux spécificités locales. C'est là que, justement, une réglementation ou des normes qui sont spécifiques à des unités hydrologiques uniformes pourraient être édictées, convenues avec l'État, puis ensuite appliquées par des professionnels qui sont régis par des ordres, puis dont on peut attester de la qualité de l'évaluation qui est faite. Mais on n'a pas à réinventer le système là-dessus. On a déjà des registres fonciers, on a déjà une série d'outils qui nous permettent de le faire. C'est juste d'intégrer cette dimension-là, au même titre qu'on a intégré la zone agricole permanente dans ce régime-là il y a 40 ans. On pourrait le faire pour d'autres aspects. Puis ça rejoint l'aspect de l'information. Une des choses qui m'avait le plus troublé dans les inondations en 2019, c'est la quantité de gens qui n'avaient absolument aucune idée qu'ils étaient vulnérables à l'inondation. Dans certains cas, c'était une vulnérabilité qui découlait de la défaillance d'une digue dont ils ne connaissaient même pas l'existence. Ben, si on veut que notre régime fonctionne, et puis notre régime public fonctionne sur des principes démocratiques, et la démocratie, elle fonctionne aussi sur l'information qu'on donne au public qui fait des pressions et qui prend sa décision. Si je ne sais pas que c'est important qu'on l'investisse dans
dans un équipement qui me protège et qui protège la valeur de ma maison, ben, je ne militerai pas pour qu'on fasse ça. Mais si je le sais, ben, il y a des chances que je demande à mon responsable politique de s'assurer qu'il mette en œuvre les moyens nécessaires pour protéger ma résidence parce que je sais que c'est nécessaire. Donc, pour rebondir un peu là-dessus, ça prend un certificat de performance. C'est ce qui est important. Je prends par exemple un peu en Europe, on a des SPE qui émettent une certification sur la performance énergétique du bâtiment, hein, puis aux émissions carbone aussi, puis c'est une double. Mais on a aussi, en France, on a depuis 2003 une loi qui doit être, c'est-à-dire en fait la vulnérabilité aux inondations ou certains aléas, en fait, puissent être affichés publiquement aux locataires ou aux acheteurs potentiels. Donc, mais elle doit être sous une base de performance et puis doit être renouvelable aussi. Parce qu'en fait, le futur étant ce qu'il est, les changements climatiques peuvent emmener un élément dynamique qui n'est pas connu de l'être humain encore. Hein. On parlait tantôt de la recherche, on marche dans le brouillard bien des fois. Alors, il faut qu'on puisse arriver, il ne faut pas arriver et dire, ben voilà, j'ai ça, j'ai un certificat, il est bon pour 10 ans, 100 ans. Non, non, il faut qu'il y ait une certaine mise à jour. Et pas seulement que sur un aspect, mais bel et bien sur un aspect de qualité du bâtiment comme tel et aussi des possibilités d'érosion des sols. Hein? Et donc, en fait, si on pense à certaines inondations où le sol absorbe énormément d'eau, ben, on peut avoir, en fin de compte, aussi des balancements là, et je pourrais en ajouter là, ce type de certificat, il faudrait qu'il soit un peu plus large parce qu'on n'enlève pas seulement et uniquement un risque pour les institutions financières. Les institutions financières, là, autant les assureurs que si la toiture est en fin de vie, ben, évidemment, on peut avoir un bon certificat, on n'aura pas plus d'assurance, en fait. mais c'est pour ça que l'analogie avec le certificat de localisation reste bonne par ailleurs, parce que un certificat de localisation, c'est bon pour 10 ans. Il faut le refaire au bout du temps. Il n'est pas obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de le refaire aux 10 ans. Sauf si on décide de vendre. C'est une transaction, oui. OK, je vais être obligé Ben de vous arrêter. Malheureusement, on pourrait continuer ça. Là. Je suis certain qu'il y a encore de choses qu'on n'a pas abordées. On a tout dit, ben. Oui, non. Bon, Michel, Alexandre, merci infiniment pour votre participation.